Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce webinaire organisé par Idéal autour de la crise du logement estival. Donc nous avons intitulé cette conférence « Dans la famille des crises du logement, je demande l'été ». Et parce que nous avons analysé, remarqué un diagnostic très partagé et qui s'affiche jusque sur les murs des villes, des pancartes, se loger au Pays Basque, Airbnb tue nos quartiers à Marseille, Airbnb nous déloge près de Quimper, ni volet fermé, ni ghetto doré, un toit pour toutes à Douarnenez. Tout de suite, on rentre dans le vif du sujet de manière un peu agressive peut-être. En tout cas, l'idée est de s'intéresser ce matin à la touristification d'un certain nombre de villes et au fait que l'arrivée de touristes, l'arrivée de saisonniers pose des problèmes de logement qui ne sont pas aujourd'hui résolus. Les résidences secondaires, la location meublée de courte durée sont donc les moteurs d'une des crises du logement, la crise estivale, qui touche à la fois les habitants qui sont là normalement toute l'année, mais également l'économie de ces territoires, très attractifs. Elle redonne du souffle aux luttes pour le droit à la ville et contre le logement considéré comme une marchandise. Alors, il y avait une loi transpartisane, une proposition de loi transpartisane dont une des rapporteuses est là, Annaïg Lemeur, qui nous en parlera, qui devait être présentée à l'Assemblée nationale au mois de juin, qui a été repoussée. Beaucoup d'élus sont des porte-parole de cette crise du logement parce qu'elle atteint très fortement leur territoire. Pourtant, nous nous préparons à une année assez exceptionnelle de ce point de vue-là. Déjà, nous sommes au début de l'été, donc cette crise va se manifester au cours des mois qui arrivent. Et puis, l'année prochaine, la Coupe du Monde de rugby, les Jeux Olympiques et certaines plateformes, Airbnb pour ne pas les citer, ou plutôt pour les citer, qui sont aussi partenaires du Comité international olympique et qui donc sont un partenaire avec qui il faut discuter et qu'il est difficile de montrer du doigt en permanence. Seconde source de tension, la croissance du nombre de résidences secondaires qui s'étend sur des territoires de villégiature historique, mais vers des métropoles aussi qui étaient moins concernées jusqu'alors. Donc entre 2008 et 2019, par exemple, à Marseille, confronté à une très forte carence des logements pour les plus précaires, a vu le nombre de résidences secondaires exploser de plus de 100%. Donc des résidences qui sont louées à la semaine ou qui sont vides, surtout quand les propriétaires ne sont pas là, le reste du temps. Donc là où on peut dire que la gentrification crée du remplacement, on peut dire aussi que la touristification crée du vide. Et ce vide devient insupportable à la fois pour les habitants qui ne peuvent plus se loger et pour l'économie du pays ou du territoire qui devient une économie liée à cette implantation résidentielle temporaire et plus du tout à une vie sociale, économique, classique. On y reviendra aussi sur les difficultés qu'ont les entreprises parfois à loger leurs salariés. Donc l'économie touristique est aussi particulièrement affectée par les difficultés rencontrées par les salariés saisonniers, modestes, précaires et désormais aussi mal logés. Elle est pourtant l'une des conditions de garantie de l'attractivité touristique. Ces saisonniers, finalement, ils précèdent ou ils suivent les touristes qui ont besoin d'eux et qui pourtant, par leur présence, et c'est une manière aussi un peu forte de le dire, mais les empêchent d'arriver et d'être logés. Donc certains, finalement, se logent dans des campings, se logent dans leur voiture, se logent dans des containers parfois organisés, mis en place sur la place de la Gare comme à Saint-Paul-de-Léon, donc mal employés, mal payés et désormais aussi mal logés. Alors, comment on peut répondre à toutes ces questions qui ont l'air vraiment importantes et qui aggravent finalement une crise du logement qui est par ailleurs alimentée par le manque de logement social, par la hausse des prix, par tout un tas de problèmes qu'on a l'habitude à Idéal de pointer du doigt et d'essayer de comprendre. Et quelles sont les propositions aujourd'hui qu'on peut avoir en termes de politique publique locale et nationale. Et c'est ce dont on va essayer de parler aujourd'hui pour apporter quelques solutions. Je rappelle que ce webinaire est organisé dans le cadre de
l'Observatoire de l'habitat dans les villes, pardon, l'OHV, donc qui a été développé par Idéal avec Acadie et Jean-Claude Drian, et dont un certain nombre de données et de monographies, dont certaines concernent ce sujet particulièrement, sont en ligne sur le site ideal.fr et accessibles gratuitement, téléchargeables pour tout le monde. Voilà, alors pour en parler ce matin, pour parler de cette crise estivale, nous avons invité plusieurs personnes qui vont tous parler d'un point de vue très différent. Donc Anaïque Lemeur, députée Renaissance du Finistère, et comme je disais, rapporteuse du projet de loi, de la proposition de loi, déposée puis repoussée, mais qui sera a priori examinée à l'automne. Vous nous en parlerez. Gwenaëlle Coriou, responsable du pôle stratégie de l'agglomération des Sables d'Olonne. Et Maxime Sorin, membre du collectif Droit à la ville Douarnenez et co-auteur d'un livre manifeste qui s'appelle « Habiter une ville touristique vue sur mer pour les précaires » et qui est ce livre que je vous recommande, très bonne analyse et très intéressant sur le sujet qui va nous occuper pendant l'heure et demie à suivre. Alors tous trois, vous êtes concernés à divers niveaux, national, local et militant, ce n'est pas forcément incompatible. Je voudrais qu'on fasse un premier tour de table pour expliquer d'où chacun parle et avec quelles problématiques à défendre. Alors je vais commencer par vous, Gwenaëlle Coriou, parce que vous, au Sable d'Olonne, vous êtes dans une situation particulière, une population qui passe de 45 000 à 250 000 habitants l'été, et puis un changement un peu de gouvernance, puisque vous êtes passé d'une commune à 3 communes, et que désormais vous avez des obligations, notamment par rapport à la loi SRU, de créer du logement social et d'avoir un quota de logement social de 25% de votre parc résidentiel. Donc vous êtes très en retard par rapport à ça. Parce que si j'ai bien compris, jusqu'à présent, les 3 communes n'avaient pas une politique de l'habitat tout à fait définie. Donc aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous faire le panorama de la manière dont vous êtes concernés par cette crise estivale du logement ? Donc bonjour, donc les Sables d'Olonne agglomération, donc c'est à 1 heure de Nantes, dans l'ouest de la France, facilement accessible aussi de Paris avec le TGV, les réseaux routiers. Donc c'est une commune donc de 45 000 habitants et 4 communes, donc les Sables d'Olonne agglomération. Donc c'est vrai que c'est surtout la commune des Sables qui est touchée par ce phénomène touristique. Donc avec une attractivité très forte du territoire, donc de par sa situation littorale, un territoire qui est très prisé par les résidents secondaires. Aujourd'hui, c'est 33% des logements. Et puis surtout une offre de meublés touristiques de courte durée qui a fait un boom ces dernières années, notamment depuis le Covid. Et puis donc ce qui entraîne une tension importante sur le marché de l'immobilier, avec une hausse de plus de 50% des prix. Donc c'est pas rien. Donc c'est difficile, ça devient très difficile aujourd'hui de se loger sur notre territoire. Et on a une concurrence très déloyale de ces logements de courte durée par rapport à la location à l'année, notamment de par la fiscalité. C'est bien plus attractif aujourd'hui de louer son bien à la semaine, l'été. Ça marche aussi très bien les week-ends en avant et en arrière-saison. Donc ce qui explique aussi le boom sur notre territoire. Il en résulte qu'aujourd'hui, les jeunes et les actifs n'arrivent plus à se loger. Ça devient aussi très problématique pour les entreprises qui ont du mal à recruter. Le logement est l'un des premières causes de non-recrutement, j'ai envie de dire. On le constate nous aussi, notamment sur notre réseau de bus, où on doit revoir un petit peu à la baisse, puisque par manque de chauffeurs. Et puis des secteurs centraux, donc de bord de mer, qui sont principalement touchés. Et ce qu'on peut constater, c'est du coup, on n'a plus de vie, il n'y a plus de vie de quartier. Il n'y a plus de personnes qui vivent à l'année, donc également une certaine désociabilisation. Donc c'est vrai que c'est quand même très, très inquiétant.
Et puis tout ça, ça se met aussi dans un contexte très contraint quand même pour la production de logements sur les territoires littoraux, hein, avec la loi littorale, le zéro artificialisation nette aussi, qui vient rajouter des contraintes supplémentaires, des procédures d'aménagement qui sont très longues. Il faut 4-5 ans pour sortir un projet d'aménagement et donc sortir des logements, produire du logement abordable. Et puis une grande difficulté aussi d'acceptation de la population de logements un peu plus denses, ce qui entraîne également un retard dans la construction. Donc en fait, vous rencontrez un problème à la fois social, économique et politique. Tout à fait, oui. Donc voilà, je sais pas, je pense qu'on parlera tout à l'heure des actions qui sont mises en place, mais c'est vrai que la volonté du territoire aujourd'hui, vous l'avez dit, il y a eu une réorganisation administrative récente avec la fusion des 3 communes historiques. C'est des communes de 15 000 habitants, donc avec chacun sa politique. Et depuis 2019, donc on est une commune de 45 000 habitants. Et ce début de mandat, en fait, a été l'occasion de mettre en place tous les documents de planification, qui devraient pouvoir permettre de mettre en place une meilleure politique, j'ai envie de dire, au niveau du territoire, en tout cas en matière de logement. Merci beaucoup. Anaïque Lemeur, donc vous êtes députée Renaissance du Finistère. Vous êtes, en tant qu'élu local, confronté, vous allez nous le dire dans une seconde, j'espère, à ce sujet. Et vous avez porté récemment une proposition de loi donc, transpartisane sur ce sujet. On reviendra après sur les articles de cette proposition et ce qu'elle demandait exactement. Mais aujourd'hui, pareil, panorama du territoire et problème posé par cette crise estivale, ou en tout cas cette touristification, hein, c'est un mot un peu barbare, mais on va peut-être l'employer, qui n'est pas un mythe, hein, qui n'est pas exagéré quand on l'aborde comme ça. Ah non, c'est pas exagéré du tout. Donc effectivement, je suis élue à Quimper, élue locale à Quimper et députée du Finistère. Mais au-delà de ça, en tant qu'élu national, on se rendait compte que la problématique se situait en fait sur l'ensemble des littoraux, mais pas que, aussi en zone de montagne, on avait la même problématique, avec des remontées de terrain qui étaient fortes, avec des manifestations qui s'exprimaient, mais qui étaient toutes légitimes. Donc dès 2022, j'avais alerté au niveau national pour dire que le logement allait être un problème au niveau de la société, parce que effectivement, comme vous l'avez dit, les entreprises, les communes, tout le monde en fait remontait la problématique, et surtout les habitants, les salariés qui ne trouvaient plus de logement sur le territoire. Donc il y avait cette problématique à gérer. Était pointé du doigt, comme vous l'avez dit, les plateformes, mais ce n'était pas, selon moi, la seule raison à la problématique, à la cherté du prix du logement. Donc quand j'ai été réélue, donc dès le début du mandat, j'ai demandé d'avoir une mission d'information sur le sujet, que j'ai fait de façon aussi transpartisane, mais avec un autre parti politique que celle de la proposition de loi. J'ai fait avec le groupe Les Républicains, avec Zone de Montagne, avec Vincent Rolland, donc, qui est député de Savoie, le rapport. Et après, à la suite, j'ai effectivement proposé une proposition de loi avec le député du Pays Basque, donc Iñaki Etxaniz, pour montrer aussi ce côté transpartisan et dire qu'il fallait dépasser le côté de la casaque politique. Lui, il est socialiste. Et lui, il est socialiste. Donc, du coup, il y avait cette volonté de faire monter en fait les problématiques du territoire avec une recherche de solutions qui n'était pas forcément évidente de premier abord. Je le dis que quand on a commencé à tirer la ficelle de la pelote du logement, on s'est rendu compte que tout était lié, que la problématique était bien plus vaste, que effectivement il y avait des acteurs multiples en fait qui venaient se surajouter, que ce soit notamment la construction avec les difficultés que l'on a connues, notamment liées aux crises que l'on a vécues, parce faut pas oublier de là où on part. Ça a accentué, ça a accéléré, ça a majoré la difficulté qu'il y a eu en fait à se loger, parce que derrière il y avait une crise effectivement d'accès des matériaux, il y a eu un stand-by, c'est-à-dire il y a eu un moment, le temps s'est figé pendant 2 ans pendant la crise Covid, donc du coup les constructions se sont pas faites, il y a eu un retard en fait sur l'ensemble du bâti.
Et c'est surajouté des déplacements de population, notamment pendant la période Covid. On a eu la chance, nous, dans l'Ouest, d'être une zone un peu épargnée par la situation sanitaire. Et donc, beaucoup de gens sont venus chez nous se réfugier et ont acquis des biens. Ils sont restés. Et ils sont restés. Mais oui, ils sont restés pas forcément pour y vivre au quotidien, mais pour avoir une résidence secondaire. On sait très bien que chez nous, notamment, on se retrouve en Bretagne avec cette envie, en fait, d'avoir chacun sa petite résidence secondaire. C'est comme ça. C'est une culture liée au logement qui est ainsi, mais seulement c'est plus possible. On se retrouve avec un déséquilibre tel qu'on n'arrive plus à loger nos salariés. Donc ça devient un réel problème et les collectivités se retrouvent dans un autre problème où ils se retrouvent dans des villages vacances à gérer et derrière ils se retrouvent avec la difficulté de qu'est-ce que je vais faire de mon stade, comment je vais remplir mon restaurant scolaire, mes écoles, les mobilités, vous avez évoqué les mobilités, quels sont les plans de transport qu'on doit mettre en place. Tout ça n'a pas été forcément pensé pour accueillir des touristes qui restent là une semaine et qui ne sont pas usagers en fait de ce qui a été mis en place par les collectivités. Donc ils ne sont pas restés, mais c'est leur capital qui est resté. Voilà, ils ne sont pas restés, mais bien sûr, ils ont gardé leurs biens parce que effectivement, c'est l'investissement dans la pierre. C'était aussi, on avait des difficultés actuellement quand vous êtes en situation de crise, c'est rassurant que d'investir dans du logement, dans la pierre, en se disant que de toute façon, ça dépassera toujours les difficultés financières du pays. Donc le pays a connu une crise aussi financière et économique forte, donc avec un problème d'accès aux biens, avec un taux d'usure qui ne permettait pas d'avoir l'accès aux prêts sur nos territoires et qui le permettait qu'à certains et pas à tous. Donc ça a été une grosse difficulté aussi pour les gens qui habitent nos territoires d'acquérir des biens pendant toute la période Covid et encore aujourd'hui, avec des taux qui augmentent derrière, donc qui contraignent aussi les bailleurs sociaux pour pouvoir acquérir, pour pouvoir bâtir et continuer à bâtir des logements. Donc tout ça en fait mêlé, comme parlait de la pelote elle est vraiment avec plusieurs fils, tout ça mêlé en fait a créé une grosse difficulté majeure qui s'exprime, comme vous l'avez dit, par des expressions qui nous, venant de Bretagne mais aussi du Pays Basque, nous fait un peu peur parce qu'on se dit mais on va se retrouver avec des révoltes identitaires, on parle de statut de résident, etc. C'est pas ce que l'on souhaite. On souhaite que chacun puisse se loger de façon abordable et ne pas opposer forcément les gens avec selon leur identité bretonne ou basque. Voilà, c'est la crainte que j'avais pu exprimer dès 2022 quand on voyait des manifestations régionalistes notamment prendre la main. Mais ils avaient raison dans un sens parce qu'il y avait réellement une difficulté d'accès au logement, c'est une réalité. Et donc, premier temps, nous avons mené donc un rapport. Nous avons fait un rapport avec une mission d'information avec 25 recommandations qui vont du fiscal à la cartographie, etc., etc. Voilà, on en reparlera. Et deuxième temps, la proposition de loi que je mène et qui, j'espère, et je le souhaite et j'appuie fermement pour qu'elle soit vue dès l'automne, voilà, au niveau de la semaine de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup. Maxime Saurin, donc, vous êtes membre du collectif Droit à la ville Douarnenez et co-auteur de ce livre « Habiter une ville touristique vue sur mer pour les précaires » que je citais. On parle vraiment de politique là, c'est-à-dire que en fait, vous êtes un collectif de mobilisation, aussi de porter à connaissance auprès des citoyens, auprès des élus, etc. Donc, petit tour d'horizon aussi, et j'aimerais que vous reveniez sur la description d'un phénomène assez incompréhensible qui fait qu'un territoire attractif devient inhabitable parce qu'il est trop habité mais pas par les bonnes personnes, et que par exemple à Douarnenez, qui est une ville plus pauvre que la moyenne, finalement les gens ont du mal à se loger à cause de cette attractivité. Donc c'est un peu paradoxal quand même. Oui, bonjour à toutes et tous, merci pour l'invitation. Alors oui, moi je suis habitant de Douarnenez, c'est par là qu'on a commencé le travail de recherche-action qui a abouti à l'écriture d'un livre sur la question du logement et le lien entre la crise du logement et le développement des politiques d'attractivité touristique. D'abord, ça a été dit tout à l'heure, mais
Pour nous, c'est important parce qu'on s'inscrit dans une mobilisation globale pour le droit au logement et le droit à la ville. La touristification, la littoralisation, c'est un des phénomènes de la crise du logement actuelle, mais évidemment qui est imbriqué avec tout un tas d'autres phénomènes qui ont été très bien documentés, la métropolisation, la périurbanisation, qui produit de la gentrification ou de la difficulté d'habiter sur la totalité des territoires et pas seulement sur le littoral. C'est important parce que le littoral, c'est pas un territoire isolé et penser la question du logement sur le littoral, il faut le penser avec les liens qu'il a avec l'arrière-pays et avec les villes centres, les métropoles qui l'entourent du point de vue local, régional ou national. Du coup, Douarnenez, c'est une ville ouvrière. C'est une ville qui est une ville visitée depuis le début, milieu du 19e siècle. C'est une ville qui a connu un boom industriel en 1850 autour de la production de la conserve de sardines. Et c'est important parce que c'est pas une station balnéaire. Ça n'a pas eu ce mode d'urbanisation-là, ça n'a pas eu ce mode de développement-là. Ça a d'abord été une ville qui a misé sur l'industrie, en gros jusqu'à la désindustrialisation, au moins jusqu'à l'après-guerre et surtout à partir des années 70-80. Et le tourisme, c'est un tourisme de crise à Douarnenez. C'est-à-dire qu'on est en train de passer d'une ville visitée dans laquelle le tourisme est une activité annexe qui produit des retombées économiques, mais qui ne transforme pas le territoire dans tous ses aspects à son image. Et les politiques publiques et la transformation de l'économie locale depuis les années 80, 90 et surtout 2000 est en train de faire passer une ville visitée en station balnéaire. Et c'est cette transformation de la ville visitée vers la station balnéaire, qui sont deux formes urbaines complètement différentes, qui produit des tensions et qui produit des mobilisations de la part des habitants et habitantes de Douarnenez et bien au-delà. Mais la station balnéaire, c'est aussi une ville visitée. C'est une ville dans laquelle les visiteurs, justement, ne restent pas. Oui. Mais implantent parfois des endroits qui restent vides quand ils ne sont pas là. C'est ça. Y compris dans l'espace public, y compris dans les commerces, ce que vous disiez, sur le stade, sur les écoles. Oui, la différence entre la ville visitée et la station balnéaire, c'est le niveau de domination de l'activité touristique dans la production urbaine. Une ville visitée, c'est une ville dont la majorité des politiques publiques, des équipements publics, des activités économiques sont tournées vers autre chose que le tourisme, et le tourisme vient s'ajouter comme une activité annexe. Et pour les géographes du tourisme, la station balnéaire, c'est la ville qui est dominée par l'activité touristique. Et donc du coup, c'est cette domination de l'activité touristique qui touche des anciennes villes industrielles comme Douarnenez. Et ce que vous disiez tout à l'heure, c'est le point de départ de la recherche-action, c'est cet apparent paradoxe d'une ville qui a des statistiques d'une ville en déclin démographique. Alors là, on parle de l'attrait post-Covid des territoires littoraux, et c'est une réalité, mais à Douarnenez, pas tant. Alors pourquoi est-ce qu'à Douarnenez, il y a plein de raisons à ça qui seraient peut-être trop longues à expliquer, mais en tout cas, on continue à perdre des habitants. On a toujours des statistiques d'une population à la fois vieillissante et en dessous des niveaux de pauvreté, en dessous du revenu médian par habitant. Et pourtant, un prix du mètre carré qui ne cesse d'augmenter, et du coup un taux d'effort aussi, la proportion que les habitants et habitantes sont obligés à mettre dans le coût du logement qui ne cesse d'augmenter. Et c'est cet apparent paradoxe qui a été au départ du travail de recherche-action, et évidemment il est en partie, cet apparent paradoxe, il est en partie résolu quand on pense la question des politiques d'attractivité touristique où le logement est produit et les niveaux de prix sont adaptés, non pas au niveau des populations locales résidentes à l'année, mais au niveau des populations visiteuses ou des investisseurs dans le locatif saisonnier et touristique. Et donc on arrive à une situation où c'est le droit à la ville vraiment qui est questionné ici. Oui, nous, dans le droit à la ville, il y a évidemment le droit principal, peut-être premier même, d'avoir un toit sur la tête, mais c'est aussi comment est-ce qu'on veut pouvoir participer à la production urbaine, comment on veut pouvoir participer à la ville d'aujourd'hui et de demain, et comment on veut des équipements publics, comment on veut des espaces publics auxquels les populations
majoritairement surtout les populations des classes populaires, les classes moyennes, puissent avoir aussi à la fois un logement mais aussi un usage de l'espace public, des équipements publics adaptés. Et la mise en tourisme, c'est aussi une transformation commerciale avec des logements de plus en plus saisonniers, donc de moins en moins adaptés aux besoins des populations à l'année. Et puis aussi des espaces publics qui sont policiarisés, transformés, lissés pour convenir à l'imaginaire de carte postale. Donc c'est ce que dans le livre on appelle la carte postalisation. Donc il y a plein d'aspects à ça, on pourra peut-être y revenir, mais qui est une volonté de transformer l'espace public et les usages de ces espaces publics pour correspondre aux souhaits, aux désirs suspectés des populations résidentes secondaires qui ont les moyens d'investir et de retaper des bâtiments, ce qui n'est pas anodin dans une ville pauvre comme Douarnenez et très touchée par le logement insalubre indigne, dont les populations locales ont peu de capacité financière pour rénover ces logements-là, et aussi une ville comme Douarnenez qui a la particularité d'avoir un centre-ville ouvrier et populaire. C'était le centre de l'activité ouvrière, et donc du coup il y a toujours des propriétaires pauvres en cœur de ville. Et le cœur de ville est aujourd'hui devenu le joyau touristique de la ville, et donc il y a aussi ce conflit-là entre des populations qui ne peuvent plus retaper, et donc du coup, vu que les moyens publics ne sont pas mis pour aider les propriétaires pauvres à retaper leur logement, la seule solution c'est laisser faire la mise en tourisme du foncier et de donner à des propriétaires qui font de l'investissement en résidence secondaire ou en locatif saisonnier touristique le moyen de retaper ces logements-là. Évidemment, la contrepartie à ça, c'est que ça produit une explosion des prix et un assèchement de l'offre pour les habitants et les habitantes à l'année. Merci beaucoup. Alors voilà, le constat est dressé avec différents points de vue. Maintenant, on va peut-être essayer de comprendre quelles actions peuvent être mises en œuvre, pareil, à différentes échelles et avec différentes méthodes, en actionnant des textes, en actionnant des gens, en organisant la régulation, l'incitation, la coercition, la mobilisation, l'agitation. Je crois que vous avez tous des manières différentes de procéder. Mais d'abord, je voudrais vous poser une question à toutes et à tous, et qui veut répondre en premier. Est-ce que vous comprenez que cette régulation, ou cet encadrement envisagé soit compris par certains comme une atteinte à leur liberté individuelle de disposer de leurs biens? Alors évidemment, là je pense à ceux qui arrivent et à ceux qui ont cet effet de prédation qu'on vient de dénoncer, mais finalement quand on leur dit on va mettre, on reviendra après sur les mesures, mais une taxe sur les résidences secondaires, etc., c'est pas forcément compréhensible pour eux. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Alors, je vais me permettre de prendre le micro en premier. Donc, effectivement, ça peut être pris comme tel, de se dire, voilà, on fait atteinte à mon droit de propriété, de disposer de mon bien comme je le souhaite. Mais au bout d'un moment, quand nous sommes politiques, on se doit aussi d'être des aménageurs. Donc, on doit être visionnaire. Parce que ceux qui aujourd'hui disent ça, demain, quand on leur dira, il n'y a plus d'emploi pour vos enfants, vous ne pourrez plus accéder, vous restreignez la liberté à long terme de certains aussi de disposer d'un lieu de vie, tout simplement, et de pouvoir choisir là où il vit, là aussi il y a une atteinte à la liberté. Donc il y a un moment où quand on est aménageur, et c'est ce que l'on souhaite être en tant que notamment politique, c'est ce qu'on nous demande d'être, c'est aussi donner des règles. Effectivement, il y a peut-être on a l'impression qu'actuellement on en rajoute, mais ça s'accélère aussi. Il faut voir que notre société, les phénomènes s'accélèrent et s'amplifient. Donc il y a un moment, il faut dire stop. Donc stop, mais pour permettre en fait la liberté aussi de chacun de s'installer là où il souhaite. Donc on oppose en fait une liberté face à une autre. Ça c'est certain, évidemment. Mais c'est un peu comme ça au quotidien. On ne peut pas dire on va vous laisser faire ce que vous voulez, vous qui pouvez, et derrière les autres, débrouillez-vous. À un moment, l'économie ne tournera pas parce qu'effectivement on aura peut-être des gens qui vont venir sur nos territoires mais qui ne sont pas des actifs aussi, il faut le voir comme ça, et qui du coup ne vont pas mener nos entreprises vers une croissance, ne vont pas permettre à nos enfants de se projeter dans un avenir proche de leurs parents, alors qu'il y a un vieillissement des populations, qu'ils auront besoin d'avoir un soutien derrière au niveau familial.
on peut pas dire qu'on va permettre à certains et pas à d'autres d'accéder au logement. Le logement, c'est quand même quelque chose d'essentiel. C'est-à-dire, on parlait en termes de pouvoir d'achat, effectivement, ça représente pratiquement 40%, voire plus des dépenses des ménages. Mais au-delà de ça, c'est là où on crée sa famille, où on crée son lieu de vie. Enfin, c'est d'autres valeurs, au-delà même de l'aspect financier, que l'on cherche à mener. C'est surtout des valeurs au-delà de Exactement, c'est surtout des valeurs au-delà. Mais donc, je pense que on va peut-être nous l'opposer, effectivement, nous dire, ben voilà, vous nous contraignez, vous nous imposez, etc. Ben on l'assume. Au bout d'un moment, quand on est politique, il faut savoir aussi assumer des décisions et se posturer, en fait, en se disant, ben voilà, moi, je pense que ça va se dégrader, ça va pas aller dans le bon sens. Ben, on arrête, on régule et on met un stop à un phénomène qu'on ne maîtrise plus. Actuellement, on ne le maîtrise plus. Donc, il faut savoir dire stop. Alors notre stop, il n'est pas forcément, on va dire que c'est un céder le passage. C'est pas, voilà, mais voilà. Parce que merci vous entendre. L'un de vous veut répondre. Oui, ben, effectivement, je vous rejoins complètement. C'est vrai que voilà, sur la ville des Sables d'Olonne, on a pris des mesures aussi pour limiter les résidences secondaires et les meublés touristiques. Ça n'a pas été forcément populaire de la part de ces résidents. Mais comme vous l'avez dit, il y a un moment, voilà, on est obligé d'agir, de trouver des solutions. Et surtout, la volonté, c'est de retrouver un équilibre entre les résidents principaux, résidents secondaires, et surtout voilà, qu'on puisse loger les actifs, les jeunes sur le territoire. Et c'est vrai que souvent, voilà, on trouve que c'est bien pour les autres, mais quand c'est son logement, on a parfois du mal à l'appliquer parce que effectivement, c'est plus avantageux de faire de la résidence meublée touristique de courte durée que de louer pour l'année un jeune ou un actif. Mais c'est vrai que ces mesures deviennent pour nous primordiales pour pouvoir répondre aussi aux besoins des entreprises et puis s'inscrire vraiment dans la dynamique qui est souhaitée pour le territoire d'une ville qui soit vivante à l'année et pas seulement une station touristique. Oui, bah, ce que vous disiez, c'est un petit peu ce qui c'est aussi le cœur de l'approche plus générale du livre, qui était de contredire l'idéologie un petit peu dominante et libérale ou néolibérale du logement comme un marché qui s'autorégule plutôt pas mal. Et donc du coup, ceux qui revendiquent la liberté de jouir de leurs biens, on voit bien aujourd'hui que cette liberté sur le marché, qui d'ailleurs n'est pas tout à fait réelle, en tout cas là où elle est, elle auto-organise très mal l'offre du logement avec le besoin essentiel de se loger. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on essaye de valoriser, c'est de faire passer l'approche du logement et les politiques du logement aussi, d'une approche économique à une politique sociale de l'habitat. Aujourd'hui, sur les territoires touristiques, il y a beaucoup de gens qui disent que le droit d'avoir un logement doit primer sur le droit d'en avoir 2, 3, 5, 10, 15, 20, 50, parce qu'un des problèmes du logement, c'est aussi la captation et l'accumulation par une toute petite part de la population d'une énorme part du logement locatif. Donc voilà, donc c'est faux, c'est faux parce que ça fonctionne pas, et c'est faux parce que c'est le concept même du droit que d'encadrer le marché quand il n'est pas apte à répondre aux besoins réels des populations. Et puis c'est faux parce qu'aujourd'hui, en France, on a une proportion qui est quand même assez singulière de logements qui sont des logements publics, ou en tout cas un marché social qui est encadré, qui malheureusement par des politiques successives sont de moins en moins bien financés, et donc du coup de moins en moins efficaces pour répondre aux besoins des populations qui cherchent un logement social. Mais c'est aussi une des autres raisons qui montrent que la libre circulation des biens du logement, c'est pas une réalité en France. C'est pas vrai parce que ça s'organise pas comme ça. Ça, c'est un lieu commun, et c'est pas vrai parce que ça fonctionne pas. Oui, je rappelle sur la multipropriété, donc d'après une étude de l'INSEE qui est parue en janvier 2021, que 3,5% des ménages qui possèdent plus de 5 logements possèdent plus de 50% du patrimoine résidentiel locatif. Donc voilà, effectivement, le droit d'habiter passe peut-être avant le droit de posséder plusieurs logements. Je crois que c'était le maire de Bayonne qui avait dit ça un jour. Les Basques sont aussi très mobilisés sur la question.
Alors, passons maintenant aux actions possibles pour remédier à cette situation. Et donc, Anaïg Lemeur, votre proposition de loi, elle contient toujours. Elle contient toujours, elle est toujours là, la proposition de loi. 3 articles. Est-ce que vous pouvez nous les détailler rapidement et montrer dans quelle mesure ils touchaient exactement les problèmes qui se posent et ils pouvaient aider à les régler. Ils pourront aider à les régler. Tout à fait. Alors, initialement, ma proposition de loi, elle avait 11 articles. Je l'ai un peu mise au régime parce qu'il fallait qu'elle passe dans le calendrier parlementaire. Donc, du coup, effectivement, on s'est restreint à 3 articles. Donc, un premier article, en fait, qui était le constat qu'en mettant des obligations de diagnostic énergétique uniquement pour la résidence principale, on allait avoir une fuite, en fait, une éviction. C'est-à-dire que les gens, pour ne pas faire la rénovation énergétique de leurs biens, aller vers le logement de courte durée. Parce que là, il n'y avait pas d'obligation de rénovation énergétique. On s'est engagé au niveau de la majorité notamment, mais pas que, au niveau de la société. Je pense qu'on peut élargir à une volonté écologique, donc de restreindre et d'avoir plus de sobriété au niveau de nos consommations énergétiques. Donc ça s'inscrit dans ce sens en se disant que voilà, tout logement, qu'il soit de courte durée ou de longue durée, devra être contraint dans les mêmes conditions à un diagnostic énergétique et avec des contraintes de rénovation à terme pour pouvoir louer. Donc ça, c'est le premier article. Donc mettre sur le régime de droit commun exactement, les locations touristiques. Exactement, on met tout le monde en fait sur le même niveau pour pouvoir avoir les mêmes niveaux de contraintes entre guillemets. Ça c'est pris comme une contrainte. Moi, je pense que c'est pris pour un atout pour l'avenir parce que c'est derrière aussi moins de consommation énergétique et donc moins de coûts à long terme. Et malgré tout pour la planète, je pense que c'est utile. Donc il faut vraiment le faire. Il y avait, bien sûr, on s'est retrouvé avec du coup la nécessité de mettre des dérogations pour certains territoires. Donc les maires vont assumer de ne pas le mettre en place. Donc ça sera par décision, la dérogation par décision du conseil municipal. Sur des critères souvent patrimoine, difficulté de mettre en œuvre, etc. Comme je dis, ils seront face à leurs citoyens, ils prendront la décision. Maintenant, il y a quand même un enjeu qui dépasse un petit peu notre territoire, qui est un enjeu quand même qui est au niveau planétaire de préserver notre planète. Donc, à notre niveau, si on peut déjà le faire, je pense que c'est déjà bien. Dans un deuxième article est pour donner l'ensemble des outils en fait, qui étaient mis à disposition pour les villes de plus de 200 000, notamment sur le changement d'usage. Donc, permettre en fait à toutes les mairies qui sont en zone tendue. Alors, revient toute la définition de la zone tendue. Ça, on pourra en parler longtemps. J'espère qu'un jour, que la cartographie elle soit confiée au niveau territorial et non plus au niveau de l'État. Ça, c'est un souhait à long terme. Mais pour l'instant, on se base là-dessus. On se base sur ce qui est existant. Donc, sur les zones tendues, en fait, on permet à toutes les communes, peu importe leur taille, d'utiliser les outils. Bien sûr, on sait très bien que les petites communes auront du mal parce qu'elles n'ont pas forcément les services techniques qui vont pouvoir les aider. Maintenant, j'espère que demain, les autorités d'organisation de l'habitat, donc les AOH, vont pouvoir avoir des compétences supplémentaires pour accompagner justement ces communes. Alors, de quels outils vous parlez exactement ? Notamment les outils de compensation par rapport au changement d'usage. Donc, après, il y a l'identification. Voilà, il faut compenser en achetant en fait notamment un logement par exemple de bureau et le transformer en logement pérenne à l'année pour pouvoir en fait loger quelqu'un à l'année. Ça, c'est quelque chose qui existe déjà et qu'on pourra mettre en place. Après, ça nécessite dans un premier temps effectivement d'avoir un numéro d'enregistrement, une identification des logements. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi sur les rails, notamment avec Jean-Noël Barrot qui le propose dans sa loi sur le numérique, c'est un dispositif qui est au niveau européen, mais qui va du coup permettre à chaque commune en fait d'avoir un réel inventaire de son parc immobilier et de l'usage qui en est fait. Donc ça, c'est quand même une grosse avancée parce qu'actuellement, on ne sait pas du tout où sont les logements, comment ils sont définis, comment ils bougent. Donc on sait très bien qu'il y a du gré à gré qui se fait, etc. Donc là, on va pouvoir avoir la carte d'identité du logement et de savoir l'usage qui en est fait. Donc ça, c'est le deuxième point. Dans le deuxième article, il y a quelque chose qui a été très peu vu, mais qu'on essaye de passer, mais on ne sait pas si ça passera. On va demander un avis au Conseil d'État. C'est que dans les documents d'urbanisme, dans les PLU, habituellement, on détermine en fait uniquement pas l'usage, mais justement la destination des terrains, du foncier. Là, on aimerait mettre l'usage.
Alors, le maître d'usage, c'est aller un peu contre le droit de propriété, c'est-à-dire qu'on va désigner sur un document d'urbanisme le fait que tel terrain sera voué à du logement pérenne. Alors, c'est un petit peu culotté ce que l'on propose. Bon, on se dit on tente, on verra bien. Je pense que ça va être retoqué, mais à la fois ça montre en fait une envie peut-être d'aménageurs réels en se disant ben voilà, sur tel territoire il y a des dispositifs qui existent qui sont notamment alors, je perds mes mots aujourd'hui, ça va plus. Il y a déjà, en fait, dans du réglementaire, on peut déjà le faire avec des clauses bourgeoises, d'occupation bourgeoise, qui interdisent justement le fait de louer à du courte durée au sein d'un immeuble. Mais ça, c'est dans les règlements de copropriété uniquement. Donc là, on se dit de le proposer en fait sur un plan d'urbanisme, pourquoi pas, on essaye, on verra bien. Et le dernier dispositif, c'est celui qui était beaucoup attendu, qu'il a fallu batailler malgré tout pour pouvoir y arriver, parce qu'effectivement, c'était du fiscal. Donc le fiscal, quand on est parlementaire, le fiscal va uniquement dans le projet de loi finances. Donc nous, on s'est dit, il faut absolument qu'on arrive à passer du fiscal, sachant qu'on n'avait pas d'étude d'impact. C'est la difficulté quand on fait une proposition parlementaire par rapport à une proposition ministérielle, c'est qu'on n'a pas tous les outils pour évaluer ce que l'on propose. Donc on a voulu en fait baisser les abattements qui étaient existants, les abattements qui étaient des abattements à tout France, comme on dit, des abattements qui ont été voulus pour promouvoir en fait l'offre touristique en France il y a quelques années, mais qui, on voit bien, n'est plus équilibrée. Donc du coup, on baisse les abattements. Alors, globalement, de 71% pour un logement classé, on descend à 50%, et de 50% pour un logement classique qui est loué en tourisme, on le passe à 30%. Voilà, on réaligne en fait progressivement par rapport au logement classique. C'est en fait un abattement qui a eu en fait son action, on l'a bien vu, voilà son utilité, mais pour l'instant maintenant il crée réellement un déséquilibre. Donc effectivement on est dans une proposition de loi qui est plutôt dans une proposition de loi de régulation, coercition, vous diront certains peut-être, mais au moins de régulation. Et après, j'espère dans un deuxième temps qu'on aura effectivement des propositions de loi plus incitatives, incitées pour que les biens soient confiés à long terme vers un lien emploi-logement, vers notamment des filières qui sont en tension, dans des territoires en tension. C'est ce que je pense avoir été quand même en partie entendu, et notamment avec la proposition d'Olivia Grégoire qui dit que dès lors que les biens sont confiés aux saisonniers, on parlait des saisonniers tout à l'heure, proposer notamment une exonération justement de la fiscalité sur ce temps de biens confiés aux saisonniers, donc sur le gain qui est donné à la location. Donc il y a quand même toute une dynamique qui change et qui évolue progressivement, donc avec ce temps de régulation et un deuxième temps qui sera de l'incitation pour que non pas que les gens n'aient plus de revenus issus des biens qu'ils ont déjà, parce que ce serait un peu violent peut-être comme impact, mais au moins qu'ils puissent confier leurs biens à une location de longue durée. C'est vraiment l'objectif, c'est un côté un peu vertueux de leur dire vous pouvez maintenant, on vous aide à confier vos biens. Donc on va faire du recensement auprès des entreprises, recenser les entreprises qui ont réellement des besoins et qu'elles soient réellement sur une plateforme active, puissent demander en fait aux propriétaires de confier leurs biens avec des incitations fiscales qui iront aussi de pair. Alors certains vous diraient encore des incitations fiscales, mais si vous avez d'autres solutions, je vous entends et je vous écoute. Je suis là pour attendre aussi des citoyens et de chacun des propositions. Peut-être qu'on va en avoir. Gwenaëlle, donc chez vous, vous avez mis en place des systèmes qui permettent, ou qui incitent en tout cas, à transformer ou à faire revenir la résidence secondaire ou de tourisme vers la résidence principale. Donc ce sont des systèmes locaux, décidés par la collectivité. Alors est-ce que vous pouvez nous les décrire? Après on reviendra sur le fait de ce que vous attendez peut-être de l'État. Alors, peut-être rappeler la dynamique où tout ça s'inscrit. C'est vraiment de faire d'une ville à l'année, de mieux maîtriser ce qui se passe sur notre territoire et de plus laisser faire et de redonner la place au logement, vraiment au logement principal, et de retrouver, comme j'ai dit tout à l'heure, un équilibre. Donc, c'est aussi la mise en place d'une politique de l'habitat avec la volonté de développer davantage le logement abordable et aussi de réinvestir le parc de logements existants.
Donc sur la production de logements abordables, donc il y a un acte fort quand même qui a été pris dans le PLH, en tout cas pour notre territoire, hein, c'est d'inscrire aujourd'hui 50% de logements sociaux dans la production nouvelle de logements. Aujourd'hui, on est à 25% dans les PLU actuels. Et à côté du logement social, on sait aussi que voilà, il y a une marge de la population qui ne peut pas accéder au logement privé classique. Donc on est aussi obligé de produire il faut aussi qu'on produise du logement abordable pour répondre à cette partie de la population. Et c'est vrai que ce logement abordable, c'est pour nous en fait une solution pour produire du logement à l'année. Parce qu'on est certain que ces logements, ils seront occupés par des résidents à l'année et ils ne seront pas faits pour de la résidence secondaire ou du location meublée. Ensuite, on a pris différentes mesures complémentaires, notamment avec le plan loué à l'année, donc qui a été mis en place récemment avec quatre mesures incitatives et 4 mesures coercitives. Alors l'objectif, c'est bien entendu de mettre en place les mesures incitatives et de faire que des logements secondaires ou en meublé ou encore des logements vacants vont aller vers de la résidence principale. Donc il y a un contrat loué à l'année par lequel donc on s'engage à louer à l'année donc sur 3 ans, et donc il y a des aides qui sont proposées aux propriétaires des biens qui s'engagent dans ce contrat loué à l'année. Donc c'est une aide de 5 000 € qui est majorée en fonction du nombre de mètres carrés, et donc on peut avoir une aide maximale de 10 000 €. Et vous en avez versé par la collectivité, tout à fait. Et vous en avez parlé tout à l'heure, la rénovation énergétique, c'est vrai que c'est également important avec le changement climatique. Donc ça occupe une place importante sur notre territoire. Donc on a des aides dans le cadre de la plateforme de rénovation énergétique, et dès lors qu'on rentre dans le contrat loué à l'année, on a une majoration de ces aides de 50%. Donc, ce qui permet de bénéficier d'une aide jusqu'à 7 200 €. On a également des actions dans le cadre de l'OPA qui a été mise en place en 2022 pour favoriser le passage de logements vacants en résidence principale. Et puis voilà, on a tout un accompagnement qui est mis en place. Donc après, on a également des mesures coercitives, avec, comme vous l'avez dit, on joue sur la fiscalité, la taxation. Mais voilà, l'objectif, c'est vraiment de faire qu'on ait un maximum de résidences qui s'engagent vers la résidence principale. Et pour l'instant, vous avez des résultats, vous avez des réactions des personnes qui pourraient être touchées par ces mesures ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que c'est pas une mesure qui a été forcément populaire auprès de ces résidents. Voilà, pour autant, aujourd'hui, c'est 200 logements qui sont passés de logement temporaire en logement à l'année. Donc voilà, c'est 200 logements, mais c'est quand même pas négligeable. Et voilà, toutes ces petites actions nous permettent petit à petit de progresser. Merci. Il y a d'autres mesures ? Alors, on a parlé tout à l'heure de la régulation du changement d'usage. Donc, l'objectif, c'est de limiter par secteur le nombre de résidences touristiques. Donc ça rentre également dans le plan loué à l'année. Et puis, on peut peut-être également parler du plan loué l'été. Donc là, qui est une mesure en faveur des saisonniers. Donc c'est à peu près 4000 saisonniers sur le territoire, avec 70% qui ne viennent pas du territoire de Vendée, donc qui ont besoin de trouver des solutions pour se loger. Donc ce qui est proposé, donc c'est un service clé en main, donc un partenariat avec les entreprises. Donc l'agglomération se charge de trouver le logement. Il y a une convention qui est signée avec l'entreprise, et voilà, ça permet aux salariés de bénéficier d'un logement à prix réduit. Donc les personnes qui s'engagent ont également des aides pour l'amélioration de leur logement, et puis également une prime pour participer à ce plan loué l'été.
Donc voilà, pour l'année 2023, c'est une cinquantaine de logements, mais à la fois, c'est une cinquantaine de logements qui aujourd'hui n'étaient pas occupés. C'est ce qu'on appelle, ce sont des logements qui n'étaient pas occupés ou des parties de logements qui n'étaient pas occupées. Donc voilà, ça permet aujourd'hui qu'elles bénéficient à ces saisonniers pour venir travailler sur le territoire. Merci. Alors, Anaïk Lemeur doit partir dans 10 minutes, donc je vais vous repasser la parole et après on continuera la conversation, parce que je voudrais que vous nous disiez, vous l'avez tout à l'heure juste évoqué, la décentralisation ou la reterritorialisation des politiques de l'habitat ou de la politique du logement. Vous avez dit le zonage, ça pourrait être décidé à l'échelle locale, toutes ces mesures qu'on vient d'entendre sont décidées à l'échelle locale. Vous portez une loi qui est une loi qui va s'appliquer à tous les territoires. Comment vous voyez cette répartition des compétences entre les agglomérations, les maires et l'État via leurs préfets ? Alors, effectivement, on voit qu'il y a des initiatives qui sont portées partout sur le territoire. Déjà, il faudrait faire un recensement de notre part pour pouvoir prendre les bonnes idées, et ça j'appelle un petit peu à chacun de pouvoir en fait nous proposer aussi des choses. C'est déjà fait parce qu'il y a actuellement des réunions interministérielles entre le ministère de la ruralité, du logement et celui du tourisme et des TPE-PME qui se réunissent régulièrement pour justement penser à cette politique de demain de décentralisation. Alors je pense qu'on ne pourra pas décentraliser l'ensemble des politiques du logement. Il y a des politiques du logement qui doivent rester au niveau national, notamment quand on parle des allocations, quand on parle des lois SRU, etc. Je pense qu'il faut qu'elles restent au niveau national. Par contre, effectivement, on voit que les initiatives qui sont locales, qui sont adaptées en fait au territoire, c'est surtout ça la problématique. On s'est rendu compte que la notion de zonage, en fait, ne s'adaptait pas toujours au territoire et aux dynamiques, notamment économiques, que pouvait avoir le territoire. Demain, au Sables-d'Olonne, vous avez une entreprise de 400 salariés qui arrive. Comment on fait ? Donc la problématique, elle est réelle et il va falloir effectivement mettre en œuvre peut-être des dynamiques complètement différentes, qui soient incitatives ou coercitives, comme vous l'avez dit. Donc je pense qu'il y a réellement l'obligation de remettre en fait sur les territoires. On a créé en fait par la loi climat et résilience une possibilité par les autorités d'organisation de l'habitat, donc les AOH. Il y en a très peu actuellement et c'était un petit peu, on a créé en fait l'outil mais on n'a rien mis dedans au niveau des compétences. Je pense que là c'est l'occasion, il y a une attente réelle de se dire voilà, qu'est-ce qu'on met dedans, est-ce qu'elles doivent gérer l'aménagement, parce que le problème que l'on a, c'est que d'une commune par rapport à une autre, on crée aussi des concurrences en fait de commune à commune sur les territoires. C'est-à-dire que ce que vous faites au Sables-d'Olonne, la commune d'à côté, si elle ne le fait pas, vous allez être peut-être plus attractif. Le but du jeu, c'est peut-être de créer une cohérence territoriale plus que de créer chaque commune faisant en fonction des capacités qu'ont les communes. On voit bien que ce que vous donnez comme incitation, elles sont fortes. Peut-être que la commune qui est à côté, qui subit en fait le déport lié en fait à l'attractivité des Sables-d'Olonne, elle n'aura pas les moyens de mettre des dispositifs en place. Donc je pense que d'avoir quelque chose qui surplombe un peu mais qui reste territorial, c'est réellement la solution. Elle permettra aussi peut-être de flécher, d'orienter à terme tout ce qui est budget, parce que les budgets qui sont captés aussi par les communes, peut-être les répartir autrement. Mais il y a réellement une nécessité, voir que ce que vous engagez, ça peut être au bénéfice aussi de communes plus petites alentour. Mais je pense que c'est nécessaire et attendu. On peut pas... Vous avez l'impression, il y a des séminaires en ce moment à l'Assemblée nationale là-dessus, etc. Est-ce que vous avez l'impression que c'est quelque chose qui est porté ? Parce qu'on a eu l'impression à un moment que le président de la République... porter ça de manière presque acquise. Enfin voilà, le logement devait être décentralisé, puis en même temps on le voit pas arriver. L'AOH, ok, mais c'est un peu un appartement vide, il y a rien. Pour l'instant, il y a rien dedans. Comment ça avance en fait ? Alors ça avance. Alors nous à l'Assemblée nationale, on a créé pour le groupe Renaissance un groupe de travail. Donc on est quand même 90 sur ce groupe de travail, ce qui est quand même, on est très nombreux et c'est l'un des sujets qui est porté dans le groupe de travail. Effectivement, pour faire des propositions, pour savoir ce que l'on met réellement dedans. Est-ce que la taxe de logement vacant, actuellement, elle revient à l'État dès lors qu'on est sur un territoire en zone tendue. Est-ce qu'il faudrait la ramener, mais par contre la flécher réellement vers le logement ? La taxe de séjour, c'est pareil. Est-ce que la taxe de séjour qui a vocation à aller vers le tourisme, comment on la considère ? Est-ce qu'elle peut être ramenée sur un équilibre plus global ?
le lien entre le tourisme et le logement, on le voit réellement. Donc il y a toutes ces réflexions qui sont menées au niveau des taxes. Alors je pense que là, Bruno Le Maire a annoncé qu'il allait se saisir d'une réforme justement sur la fiscalité du logement. Je pense qu'elle ira dans ce sens de ramener en fait au territoire des possibles. Et je suis plutôt confiante sur ce temps-là. Moi, je me rappelle du discours de Quimper, on va ramener Quimper, du président de la République, où il parlait de décentralisation, etc. Le logement peut être l'opportunité de le faire. Je le dis, je fais un peu un appel. Et après, qu'est-ce qu'on risque? En soi, actuellement, on est dans une situation qui est très difficile pour le logement. Je pense qu'il faut retrouver notre côté audacieux et notre envie d'avoir des dispositifs peut-être un peu disruptifs et qui aident réellement nos territoires. Donc, il faut déjà être à l'écoute de nos territoires, prendre toutes les bonnes initiatives comme celle des Sables d'Olonne et pouvoir en fait les décliner et les proposer à chacun. C'est l'idée de l'article 2 de ma proposition qui était qui est effectivement, c'est limite peut-être au changement d'usage, mais qui est de prendre les bons outils pour les bons territoires et laisser ceux qui connaissent réellement leur territoire les gérer. Merci. Alors Maxime, vous utilisez d'autres moyens d'action. Vraiment, c'est pas du tout, vous passez pas par la loi, vous passez pas par la mise en œuvre de propositions parce que vous êtes un collectif de citoyens, donc c'est pas les mêmes moyens. Mais quelles sont vos méthodes d'action et dans quel objectif en fait ? Alors d'abord pour répondre sur je réponds rapidement sur la question, je rebondis sur la question de la décentralisation. Les craintes qu'on a dans les collectifs, pour en avoir parlé avec beaucoup de collectifs de Bretagne, c'est qu'en fait là on fait passer des lois qui n'ont aucune obligation d'application, et la décentralisation, le risque qui serait encouru, c'est qu'en fait on a des lois qui seront appliquées par personne. C'est-à-dire qu'on propose dans le cadre de la zone tendue à des municipalités de mettre en place des moyens, mais on n'oblige rien, que ce soit dans la production de logement social, dans l'encadrement d'Airbnb, enfin des meublés de tourisme, sur la fiscalité des logements vacants ou des résidences secondaires. Et en fait, on a un très gros doute, mais il faudra attendre de voir ce que donnent les nouvelles villes placées zone tendue, dans laquelle Douarnenez n'a pas été intégré malheureusement, mais on espère bientôt. Mais nous, le doute qu'on a, c'est que les municipalités ou les intercommunalités se saisissent réellement de la totalité des outils contenus dedans, parce qu'en fait, le coût politique, c'est-à-dire que personne ne prend le coût politique de l'application de ces mesures-là. Ni l'État ne le prend parce qu'il n'oblige pas à les mettre en place, le département, la région non plus, et puis les intercos, quand on voit la sociologie électorale et l'importance dans l'électorat local des résidences secondaires ou du domaine de du marché du tourisme, du foncier touristique, et on a de gros doutes à ce que ce soit réellement appliqué. Donc en fait on repousse toujours plus loin l'application réelle, et personne ne prend le coup politique d'obliger à faire en sorte que réellement on applique des mesures. Alors il faut attendre que des municipalités aient vraiment envie de le faire. Il y en a peu. On donne toujours un peu les mêmes exemples et c'est super, hein. On ne sait pas, ça monte. Mais après, on peut faire l'analyse que c'est le coût économique à un moment, et on va y venir sur le fait que les entreprises ne peuvent plus arriver parce que leurs salariés ne peuvent plus se loger, que les saisonniers ne peuvent pas être logés, etc. Ce coût économique peut déclencher des mesures politiques qui supporteront le coût politique, parce que le coût économique est considéré comme plus important. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, si c'est juste, mais c'est en général comme ça que ça se passe. Oui, c'est sûr. Nous, on trouve que c'est un petit peu dommage d'attendre que ce soit uniquement via le secteur de l'économie touristique qu'il faille penser la régulation du logement. Mais c'est un fait qu'aujourd'hui, les lois, elles sont pensées surtout autour de maintenir les actifs et les actifs du tourisme sur les territoires en tension du littoral, que les évolutions législatives se font, et moins sur répondre globalement au droit au logement et au droit à la ville. Mais ça, c'est bon, si ça arrive, tant mieux. Il faut attendre une situation quand même extrêmement difficile aujourd'hui pour que les choses se mettent à évoluer, mais on espère que ça évoluera dans le bon sens. Aujourd'hui, quand on parle de zone tendue, il y a un des outils qui est
quasiment jamais cité et qui pourtant est pour les associations de droit au logement et les collectifs un des outils aussi essentiels, c'est l'encadrement plafonnement des loyers. Il est appliqué dans certaines métropoles, il est rarement proposé dans le cadre des débats zones tendues dans le littoral touristique et pourtant c'est un des axes centraux pour maintenir des prix accessibles du locatif. Donc on espère que ça, ce sera aussi dans la possibilité des applications des villes zones tendues et même peut-être penser à donner les leviers de contraintes du marché contenus dans la zone tendue à des territoires qui ne sont pas classés zone tendue, parce qu'encore une fois, le classement zone tendue, c'est très obscur, c'est l'État qui le décide un peu au doigt mouillé, alors que y a l'Adréal qui a produit en 2018 et je ne sais plus en quelle année après, en 2016 et en 2019, des cartes sur la tension locative, et quand on regarde ces cartes-là au niveau de la Bretagne, et je crois qu'il y en a d'autres dans d'autres régions, quand on regarde les résultats, la quasi-totalité des grandes, des moyennes villes et du littoral sont classées en rouge dans des tensions réelles. Donc en fait, l'État dessine d'une liste de villes en tension sans même respecter le seul outil qui a été produit pour comprendre la tension sur le marché locatif et qui est produit par lui-même, pourtant par l'État, qui est cette carte des tensions. Donc déjà là, on pourrait, si on appliquait réellement les mesures contenues dans la zone tendue sur tous les territoires classés comme en tension par les cartes produites par l'État même, en fait, il y aurait les 3/4 de la France qui seraient classés zone tendue. Du coup, c'est penser, est-ce que ce zonage a vraiment une effectivité? Est-ce qu'il ne faut pas casser ce zonage et offrir les moyens, même les imposer à tout le monde, quoi. Nous, en tout cas, on préférait que ce soit imposé plutôt que proposé aux municipalités, aux intercommunalités, parce qu'on connaît les enjeux des pressions et des lobbying du domaine de l'économie touristique sur les territoires et du coup sur les votes, quoi. Juste avant que vous partiez, pourquoi votre proposition de loi, à votre avis, a été reportée à l'automne ? Ah, ça, c'est la question qu'on me pose toujours. Alors, non, je n'ai pas soumis de lobbying et de pression des plateformes. Je tiens quand même à le dire parce que je ne vois pas pourquoi moi qui ai proposé quand même qui ai fait une proposition de loi qui ne vont pas forcément dans leur sens, je serais tout à coup je subirais tout d'un coup leur pression. Donc ça, je commence par ça. C'est pas forcément de votre fait. Non. Après, en fait, c'est pas moi qui décide du calendrier de l'Assemblée nationale. Donc du coup, on avait volonté de le faire sur en fait, on le fait quand c'est transpartisan, parce que par contre, j'étais très attachée au fait que ça soit transpartisan. Donc, du coup, je ne voulais pas proposer moi-même, toute seule, une proposition de loi et faire ce que nous, on n'apprécie pas, c'est-à-dire passer avant les autres en disant, moi, je mets dans ma niche parlementaire, c'est-à-dire dans la semaine qui est dédiée à mon groupe, et j'oublie que les autres ont aussi travaillé dessus. Donc, j'étais très attachée à l'aspect transpartisan. Donc, pour passer en transpartisan, il faut passer sur ce qu'on appelle les semaines de l'Assemblée nationale. Donc, qui sont à la décision de la conférence des présidents. C'est un peu technique, et donc du coup il faut l'inscrire sur ces semaines-là. Seulement la semaine dans laquelle on voulait passer au mois de juin, c'était la semaine où il y a eu la proposition de loi Valletoux sur les déserts médicaux qui a pris toute la semaine. Donc effectivement, elle ne serait pas passée. On va être très clair, notre proposition de loi ne serait pas passée. Donc ça a été l'alerte qui a été dans ce sens. Après, bien sûr, il y avait encore des négociations au niveau des groupes politiques. Je le dis clairement, les négociations n'étaient pas encore abouties complètement pour des accords collectifs. C'est-à-dire que mon objectif, c'est qu'on ait l'unanimité, que tous les groupes y aillent. Donc il y avait encore besoin de convaincre certains qui préféraient effectivement des projets de loi, ce que j'entends tout à fait, c'est-à-dire ministériel, avec quelque chose de plus global. Parce qu'effectivement, là, on apporte une petite pierre. On sait très bien que ça ne sera pas suffisant. On est au tout début en fait d'un processus sur le logement. Moi, comme je dis, des propositions de loi de parlementaires, j'en ai plusieurs sous le coude. Mes collègues ont beaucoup travaillé et du coup, on sait très bien que c'est une première proposition, qu'elle n'est pas suffisante, mais qui est un début. Enfin, il faut bien un début à quelque chose, mais au moins ça a instillé en fait une volonté d'y aller tous ensemble. Et ce côté de tous ensemble, moi, je suis très sport collectif et je suis très attachée à cette notion-là de se dire, on ne va pas le faire pour soi. Déjà, on le fait pour les citoyens, donc on ne le fait pas pour soi. Et on le fait pour tous les territoires, parce que comme vous l'avez dit, ça va au-delà des zones littorales, la problématique. Donc du coup, il faut absolument qu'on y aille tous ensemble. Donc effectivement, juin, déjà symboliquement, ça aurait été fort parce que c'était avant la période d'été. Maintenant que ça soit à l'automne, ça ne change pas énormément de choses sur la mise en application. Il faut être très clair, une loi, elle ne se fait pas en un claquement de doigts en une semaine. Parce qu'après, il y a le retour au Sénat, elle revient à l'Assemblée. De toute façon, elle n'aurait pas été appliquée au mois de juin. Il faut être aussi un petit peu elle n'aurait pas logique. été appliquée avant les JO.
Alors ça, je sais pas. Ça, je sais pas. Moi, c'est pas. Je pense pas que le délai de 2 ou 3 mois change quelque chose là-dessus. C'est effectivement, vous me l'avez évoqué. Moi, je n'avais pas eu du tout cette notion-là. Je le dis clairement, peut-être naïvement, hein, que les JO ont peut-être une incidence dessus. Les JO, c'est vrai que ça va être un petit peu compliqué pour se loger sur cette période-là. Hein. Honnêtement, c'est une période qui va être difficile. Moi, je n'ai pas eu cette pression, mais je n'avais pas non plus de décision à prendre à titre personnel. C'est pas moi qui ai pris la décision Nous, on a eu toute la volonté de l'inscrire au mois de juin, ça s'est pas fait. On continue à batailler pour qu'elle soit inscrite avec Iñaki, pour qu'on puisse la porter rapidement et qu'elle puisse porter débat. Maintenant, on utilise aussi toute cette période-là pour continuer à prospecter et à aller voir sur le terrain, aller voir les gens, avoir des contributions multiples et variées. On est force d'acceptation. On a pris un grand sac à dos et on prend tout ce qu'on nous apporte. Et donc, c'est peut-être un temps qui peut être favorable aussi. Et peut-être qu'on pourra étayer un peu plus notre proposition de loi qui a été mise au régime, comme j'ai dit, pour passer en force. Mais en fait, le régime n'a pas été suffisant. Donc, on n'avait pas de passage possible. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci à vous, merci de l'invitation et merci à tous. Merci, donc on va continuer. Merci d'avoir participé. Maxime, je repose la question sur vos modes d'action. Oui. Alors, nous, on est un collectif de mobilisation. La façon dont on a voulu penser notre action pour le droit au logement, ça a été d'abord de passer par un travail d'enquête et d'entretien. On voulait d'abord produire de la connaissance sur notre territoire et aussi capter et valoriser la parole habitante. On avait l'impression que depuis les territoires qu'on habitait, il manquait souvent dans la question du logement, de la crise du logement, du mal logement, la parole directe des habitants habitantes, elle était souvent un peu suspectée ou elle était paraphrasée, mais elle était rarement directement captée et diffusée. Donc on a fait ce travail-là. Mais on fait un travail de recherche-action, donc on a produit de la mobilisation depuis le début de la naissance du collectif, d'abord autour des questions d'Airbnb, puis après beaucoup plus largement autour de plein de questions sur le droit au logement. Donc nous, on agit autour de essayer de produire de la mobilisation, c'est-à-dire produire localement au niveau de Douarnenez un collectif large qui puisse alerter et influencer les politiques publiques locales. On n'a pas de programme clé en main parce que c'est pas notre rôle ni notre objectif. Par contre, on peut avoir des propositions qu'on soutient, propositions de transformation législative, mais en tout cas, on essaye d'avoir un poids politique et avec la mobilisation, essayer d'inciter ou de contraindre les élus à utiliser les leviers qui sont à leur disposition, et si jamais les leviers n'existent pas, qu'ils aillent les chercher, les produire, les inventer. C'est surtout à eux de le faire. Et puis une des autres actions qu'on a menées dans le cadre d'un collectif pour le droit au logement, c'est aussi de la solidarité directe, c'est-à-dire que la lutte pour le droit au logement, c'est aussi s'auto-organiser ou aider à coordonner l'auto-organisation des personnes mal logées, en situation de mal logement. Donc on a tout au long, alors pas assez à notre goût, on y travaille en ce moment à aller plus dans cette partie-là, mais en tout cas à aussi accompagner des personnes ou des groupes de personnes pour essayer d'aller en contentieux contre des mauvais propriétaires ou aider dans des démarches administratives. Voilà. Et on a fait quelques accompagnements, mais on a aussi écrit plusieurs guides depuis le début de l'existence du collectif. On a écrit un guide sur un guide des baux pourris, ce que le Pays Basque appelle les baux frauduleux. Et ça, c'est quelque chose, c'est dommage, j'aurais bien aimé lui en parler avec la députée, mais le pendant d'Airbnb dans les territoires touristiques, c'est quand même que les élus à tous les niveaux laissent faire une pratique illégale et qui est extrêmement majoritaire dans le locatif, dans l'offre de locatif sur les territoires touristiques. Alors qu'est-ce que c'est que cette offre illégale ? Je réponds avant, mais voilà, c'est les offres de location de septembre à juin. En fait, les offres de location, elles sont très encadrées. C'est soit un meublé d'1 an, soit il y a des dérogations dans le cadre des baux à mobilité, mais c'est pour des personnes qui sont temporairement sur le territoire. Bref, c'est très encadré. Et aujourd'hui, les propriétaires détournent le bail à mobilité de
façon massive et extrêmement large pour loger des personnes qui résident à l'année sur le territoire et les loger uniquement de septembre à juin, voire de octobre à mai. Pourquoi ? Pour pouvoir remettre le bien sur le marché du locatif saisonnier pour lequel en une semaine ou en 2-3 jours on peut faire un mois de loyer l'été. Et voilà, et aujourd'hui... En fait, c'était une des limites qui avait été évoquée au moment du vote du bail mobilité qui date de la loi Elan, si je ne me trompe pas, et dont on avait dit ça va augmenter ce risque de précarité. C'est-à-dire que c'est un bail de 10 mois non renouvelable, donc au bout de 10 mois on peut c'est même la loi, le locataire doit partir. Donc là, le problème, c'est qu'on transforme des baux mobilité en baux qu'on présente comme des baux classiques. Oui, c'est ça. Alors après, ça peut avoir un intérêt pour, par exemple, des étudiants qui n'auraient pas à payer l'été, ce qui peut en arranger certaines, même si aujourd'hui, il y a une telle difficulté à retrouver un logement que beaucoup, finalement, font le choix de payer l'été, même s'ils ne sont pas là, en tout cas quand ils le peuvent, pour être sûr de retrouver. En tout cas, dans les villes, ça ramène quelque chose de beaucoup plus complexe. Mais bref, à Douarnenez, il n'y a pas d'étudiants et d'étudiantes quasiment. Il y a une formation de charpente marine et il y a des centaines et des centaines d'offres de baux à mobilité. Et voilà, et aujourd'hui, quand on voit que les élus locaux sont très prompts à soutenir des lois très répressives comme la loi Kasbarian-Berger qui criminalise les précaires du logement, et pourtant il y a cette espèce de paradoxe que il laisse faire une pratique extrêmement répandue et complètement illégale sur ces territoires-là. Donc pour revenir au guide, le guide, ça a été une façon de nous comprendre ce qui se passait sur le territoire et quelle était la loi, et aussi le diffuser le plus possible pour informer de quel était le droit des locataires face à des propriétaires en situation illégale. Et là on a fait un autre guide sur la question de la zone tendue, parce que c'était une des propositions politiques qui était très débattue, et on a eu envie de faire un travail de vulgarisation, de transmission là-dessus. Et là on vient de sortir le 3e guide là en 2 ans, qui est sur le logement indigne, sur les recours au logement indigne, parce qu'on sait que c'est aussi une des problématiques du mal logement qui est très inscrit, y compris dans les territoires touristiques. Et du coup c'est une des actions qu'on aimerait mener pour l'année prochaine, donc on a commencé par là. Il y a combien de collectifs comme le vôtre en France, et comment est-ce que s'organise une mobilisation de tous ensemble? Est-ce qu'elle existe? Alors il y a 2 réseaux qui existent, 2 réseaux dans lesquels nous on fait partie en tout cas. Il y a un réseau de collectifs en Bretagne qui regroupe plutôt des collectifs du littoral touristique, mais pas que, aussi des villes en seconde bande littorale qui subissent aussi maintenant, comme dans le Nord-Bretagne particulièrement, qui étaient des territoires qui échappaient à la spéculation et à l'augmentation du prix jusqu'à il y a peu. Mais voilà, donc il y a un réseau de collectifs entre des territoires littoraux et des territoires insulaires. Les îles qui sont particulièrement touchées par les problématiques de mal logement pour des raisons liées au caractère insulaire du territoire. Et ça fait 2 ans et demi qu'on travaille dans le cadre de différents collectifs, plateformes, qui ont proposé une pétition et un ensemble de mesures leviers, pétition qui en quelques jours a été signée par plus de 10 000 personnes, qui est toujours en ligne si des gens veulent la signer. Et puis des rassemblements réguliers en septembre de l'année dernière, puis encore là en juin cette année, des rassemblements à l'appel des collectifs pour le droit au logement en Bretagne. On essaye de communiquer ensemble, de faire des retours des situations qu'on vit, de l'accompagnement qu'on essaye de mener, et de tisser ce réseau en Bretagne. Et à côté de ça, il y a une autre fédération, Fédération des habitants à l'année des territoires touristiques, je crois que le nom a été décidé hier, qui s'est montée il y a quelques semaines, quelques mois, et qui, au moment justement de la proposition de loi pour le logement en zone tendue, qui essaye de peser au niveau national. Et là c'est un réseau qui tisse au-delà des territoires littoraux,
plutôt quand même dans les territoires touristiques un petit peu classiques, et donc du coup c'est plutôt territoires littoraux, territoires de montagne. Et là il y a des collectifs de Bretagne, du Pays Basque et puis d'un peu partout en France qui se réunissent et qui essayent d'agir, d'interpeller, de produire levier plus au niveau national, donc au niveau de l'Assemblée et du ministère. Donc voilà, il y a le niveau très local, il y a le niveau régional et puis il y a le niveau national. C'est une imbrication entre ces trois niveaux-là qui commencent à faire réseau sur les collectifs logements. Merci. Gwenaëlle, est-ce que chez vous, il y a du bail mobilité utilisé à mauvais escient aussi? Vous le voyez? Oui, certainement. Après, j'aurais du mal à le quantifier, mais certainement, ça existe. Alors après, voilà, on a aussi une offre, on a aussi quelques étudiants. On essaye aussi de développer un petit peu on essaye de développer la formation supérieure. Donc, c'est vrai que là, ça peut se combiner. Et alors, je parlais tout à l'heure en introduction de l'activité économique, des saisonniers, parce qu'on a parlé beaucoup des résidences en elles-mêmes, mais finalement moins de ceux qui habitent ou qui n'arrivent pas à habiter dedans. Comment vous gérez cette situation? Parce que si vous passez de 45 000 à 250 000 personnes selon les saisons, il y a forcément tout un accompagnement de personnes qui viennent aussi travailler temporairement. Donc, comment est-ce que vous les accueillez? Est-ce qu'ils trouvent à se loger? Est-ce que vous avez mis des dispositifs particuliers en place? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est à peu près 4000 saisonniers, donc on a vu le dispositif louer l'été, donc on a une SEM développement économique, donc voilà, on essaye de travailler vraiment en partenariat avec les entreprises, parce que comme on l'a dit, tout ça aussi, ça a un coût, donc la collectivité ne peut pas non plus supporter tous les coûts. Voilà, on sait qu'il y a aussi par exemple des entreprises qui achètent des logements pour pouvoir loger leurs salariés. On travaille également avec la région pour offrir des lits dans des internats qui ne sont pas utilisés l'été. Donc aujourd'hui, on a une convention avec 2 lycées, ce qui permet d'avoir à peu près 140 lits. Donc c'est pas négligeable. Donc on continue à travailler dans ce sens. On parle aussi des saisonniers, mais ce qui revient aussi souvent, sont les salariés qui arrivent sur le territoire, qui sont en période d'essai ou qui ont des contrats courts. Donc là, voilà, on veut essayer de développer une résidence d'entreprise qui permettrait d'accueillir ce type de salariés en offrant tous les équipements. Et voilà, ils pourraient aussi venir avec leur famille. Donc il y a tout un tas de dispositifs. C'est beaucoup, comme vous l'avez parlé tout à l'heure, il faut inventer. Donc c'est vrai qu'on essaye d'inventer. C'est pas toujours évident. C'est des petites mesures. Mais voilà, après, chaque petite mesure contribue à avoir des solutions. Et voilà, c'est important aussi d'avoir un panel de solutions pour répondre à la diversité des personnes en recherche de logement. Et quel est votre regard justement sur les collectifs citoyens qui essayent de mobiliser, d'apporter des réponses aussi et parfois de manière un peu plus, disons, forte que ce que vous avez cité. Au Pays Basque, il y a des résidences qui sont occupées. Il y a aussi ce que je citais tout à l'heure, des inscriptions, des graffitis, etc., qui sont à la fois un peu violents, mais en même temps quelque part légitimes, parce que finalement c'est une manière, et peut-être la seule manière, de se faire entendre au bout d'un moment. Donc à la fois votre regard sur ces collectifs et peut-être sur ce que disait Anaïs Clemer sur ce que l'État fait ou peut faire ou va faire. Après, j'ai envie de dire, plus on est nombreux à réfléchir à la question, mieux c'est. Voilà, après nous on est plutôt dans dans la temporisation, mais c'est vrai que voilà, plus on est nombreux à réfléchir à la question, voilà, plus on peut trouver de solutions. Après voilà, je pense qu'il faut aussi faire confiance aux collectivités qui connaissent le territoire. Ce qui serait intéressant, voilà, c'est qu'elles puissent avoir un panel de mesures à leur disposition et qu'elles appliquent aussi en fonction des caractéristiques de leur territoire. Alors certainement qu'il y a des choses qu'il faut imposer, mais peut-être pas tout.
Et puis, par rapport à ce que disait Madame tout à l'heure, voilà, nous, par exemple, on attend le décret zone tendue, puisque voilà, on va être classé en zone tendue et on va donc pouvoir appliquer d'autres mesures. On avait, par exemple, hier soir, une délibération qui était prête, mais qui a dû être retirée de l'ordre du jour parce que le décret n'est pas encore paru. Qui disait quoi ? Qui dit là, c'était sur la majoration de la taxe sur les résidences secondaires. Donc voilà, ça sera reporté au prochain conseil municipal. Vous prévoyez de la majorer de combien ? Oui, de 55%. Donc de passer de... J'ai plus le chiffre exact, mais voilà, de l'augmenter de 55%. Oui, c'est ça. Okay. Et donc ces recettes, elles vont vous servir à quoi ? On l'a dit, toutes ces mesures, ça a un coût. La production de logements abordables, ça a aussi un coût. Le foncier est cher sur notre territoire. Donc, en janvier 2023, a été voté un plan d'action de 5 millions d'euros pour l'acquisition du foncier en faveur du logement abordable. Donc, ça va venir abonder toute cette politique de logement abordable. On a parlé aussi tout à l'heure de tout ce qui est rénovation énergétique. Il y a des engagements assez forts aussi sur le territoire. Et voilà, on est peut-être l'un des seuls aujourd'hui à accompagner aussi les résidences secondaires. On a fait ce choix d'offrir, de donner une subvention aux résidences secondaires, toujours dans la logique qu'un jour, ces logements passent aussi dans de la résidence principale. Donc une subvention à qui et qui sert à quoi ? Une subvention aux résidents, aux propriétaires de résidences secondaires pour améliorer, pour faire de la rénovation énergétique de leur logement. D'accord. Voilà. Et après, je pense aussi, de la part des services de l'État, il y a sûrement aussi toute une comment dire, pas une concertation, mais une sensibilisation de la population aussi à toutes ces problématiques. On le voit, pour le logement, vraiment comprendre quels sont les enjeux, toutes les questions du zéro artificialisation nette. Moi je pense aussi qu'il y a des choses aujourd'hui qui sont peut-être pas forcément comprises et voilà, il y aurait sans doute besoin davantage aussi de sensibilisation et aussi que peut-être les services de l'État accompagnent les collectivités aussi sur cette thématique-là. Sur la question de la décentralisation, quel est votre point de vue par rapport aux compétences que vous aimeriez récupérer ou pas ? Je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, je pense que il faut donner les moyens au territoire pour pouvoir agir, mettre des actions qui soient compatibles avec ce qui se passe sur le territoire. Il y a certainement des réflexions aussi à approfondir dans ce sens. En tout cas, c'est donner tout un panel d'outils aux élus pour pouvoir agir et puis retrouver un certain équilibre. Il y avait une question qui m'a été transmise et qui portait sur les 16-30 ans. Alors, je ne sais pas pourquoi exactement cet intervalle. Savoir s'ils étaient très concernés par cette crise estivale. Donc, je pose la question comme elle m'a été posée. Donc, c'est la crise, c'est pas forcément que par la crise estivale, j'ai envie de dire, c'est à l'année. Donc là, on a par exemple un projet de résidence sociale travailleurs qui va permettre aussi ces 92 logements, donc ils vont pouvoir en partie répondre. Et on a 2-3 projets en ce sens, qui avec aussi pour certains des accompagnements sociaux et puis pour permettre aux jeunes d'aller vers du logement plus classique. Peut-être une réponse là-dessus ou... sur les jeunes. Pas particulièrement. J'ai l'impression que ce que disent les études sur le mal logement aujourd'hui, c'est qu'effectivement, les jeunes sont particulièrement touchés par le mal logement et que du coup, il doit y avoir des réponses locales et nationales pour répondre à cette problématique un peu nouvelle du mal logement des jeunes qui sont contraints soit de continuer à cohabiter plus longtemps s'ils le peuvent, soit à accepter des baux frauduleux ou des logements non adaptés, trop chers ou insalubres pour pouvoir se loger. Qu'est-ce que vous pensez tous les deux de cette proposition de loi ? Vous pensez qu'elle est suffisante ? Vous pensez qu'elle va être remise au régime encore ? Vous attendez de voir
Oui, c'est assez intéressant. Après, c'est vrai que nous, on attend aussi qu'on puisse effectivement revoir la fiscalité des logements en meublé, parce que on voit c'est quand même beaucoup plus intéressant. Et tant qu'on n'aura pas réglé ce problème-là, ce sera difficile d'agir concrètement. Après, ce que je voulais dire aussi, tous ces dispositifs qu'on met en place, il faut les voir dans la durée, et chaque mesure prend ses effets sur une période à moyen terme. Mais après, cette mesure effectivement est intéressante, mais il faut poursuivre. Et nous on attend ces mesures sur la fiscalité qui pour nous sont vraiment un point important. Oui, Maxime, vous disiez de toute façon, comme c'est laissé au choix des maires, oui, nous on doute que ce soit appliqué. Après, on demande les leviers zones tendues. Donc si ça arrive plus largement, on le verra quand même comme une victoire politique à la fois des collectifs et des municipalités ou des intercommunalités qui le demandent aussi. Nous, on est un peu sur la même ligne que vous là. On a un très très gros doute qu'avec les enjeux de louer à l'été 2024 pour les JO, il y ait quoi que ce soit qui avance sur la contrainte Airbnb avant la fin des JO. Ce serait une bonne nouvelle si c'était le cas avant, mais on a un petit doute. Et puis, nous, on voit à la fois comme une victoire de la reconnaissance du mal logement dans les territoires touristiques. Aujourd'hui, il y a une loi qui se fasse et qui prenne en compte ce mal logement-là, mais c'est aussi une invisibilisation du mal logement dans tous les autres territoires que ceux des zones tendues du littoral touristique. Aujourd'hui, pourquoi une loi sur le mal logement uniquement sur les zones touristiques? Alors ça veut dire qu'on a réussi à se mobiliser et faire valoir que notre mal logement était une réalité et que ça méritait de légiférer là-dessus, mais nous ce qu'on aimerait, c'est que ce qu'on gagne pour nous, on le gagne aussi pour d'autres territoires. Donc aujourd'hui, ce qui semble être contenu dans les propositions de loi, elle concerne quand même essentiellement les villes du littoral ou les villes touristiques et pas les métropoles ou les zones périurbaines qui sont aussi touchées par d'autres problématiques du mal logement. Et puis sur la question de la loi là qui passe, il y a quand même un truc encore une fois un petit peu paradoxal, c'est-à-dire que comment on en est arrivé aussi dans cette crise du logement, et en partie par une baisse des subventions pour la lutte contre les expulsions avec les prérogatives logement d'abord qui sont quand même sous-financées et qui sont des mises en action pour aider les foyers, les ménages à ce qu'ils ne soient pas expulsés et qu'ils ne perdent pas leur logement avant qu'ils soient à la rue. Au contraire, avec la loi Kasbarian-Bergé, c'est l'inverse qui est fait. Et puis à côté de ça, aussi une baisse des financements du logement public social, une baisse des APL. Enfin bon, aujourd'hui, passer une loi sans comprendre comment on en est arrivé là. Alors c'est pas que le fait du gouvernement actuel, mais en tout cas, il y a des lois successives qui ont été passées dans les 2 mandats-là qui vont à l'encontre du droit au logement et qui favorise le mal logement qu'il a en tout cas et il n'y a toujours rien aujourd'hui pour le refinancement du logement social. On nous parle de logement intermédiaire parce que on sait que politiquement et idéologiquement le gouvernement Macron veut aller vers les classes moyennes, reconquérir les classes moyennes, alors que la totalité des associations de droit au logement disent que ce qui manque, c'est des logements sociaux et très sociaux, et ça, il y a rien là-dessus. Donc du coup, on serait content que cette loi la passe, mais on nous dit qu'on peut pas imposer, qu'elle a l'air de savoir déjà que ce ne sera pas validé, qu'on pourra imposer un usage sur le foncier. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Nous, on est complètement là-dessus. Le logement social, c'est déjà imposer une affectation vers du logement pérenne. Mais il y a aussi les OFS, BRS. Il y a d'autres processus qui pourraient exister, qui pourraient imposer un usage de logement à l'année. Donc du coup, 50% de logement social minimum dans toute construction neuve dans les zones en tension, ça nous paraît pas mal. Nous, on veut bien partir de votre exemple et en faire une loi contraignante au niveau national. Nous, on serait content de ça. Merci. Ça repose aussi la question au-delà de tous les systèmes, c'est-à-dire on pointe les plateformes, on pointe Airbnb, on pointe l'État qui n'est pas suffisamment coercitif ou encadrant, on pointe les élus éventuellement qui n'appliquent pas, etc.
en fait, on pointe aussi le marché, mais le marché, c'est des gens. C'est-à-dire que quand on dit il y a une prédation sur des territoires, ça veut dire qu'il y a des gens qui achètent, mais ça veut dire aussi qu'il y a des gens qui vendent. Et ça veut dire qu'il y a des gens qui mettent en location, etc. Donc, en fait, moi, je trouve qu'il faudrait, et peut-être que vos guides servent à ça, documenter énormément et mobiliser et sensibiliser la population à ce que produit, en fait, ces actions de mettre en location à la semaine. Je pense que chacun est un peu schizophrène sur le sujet, puisque voudrait peut-être une certaine justice, mais en même temps, quand c'est son bien, veut le louer le plus cher possible ou le vendre le plus cher possible. Voilà, donc vous disiez tout à l'heure que vos mesures n'étaient pas très populaires, mais est-ce qu'elles rencontrent cette question-là? Est-ce que finalement vous arrivez à montrer aux habitants des Sables d'Olonne que que la justice sociale, c'est pas mal aussi? Oui, après c'est compliqué, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense qu'il y a besoin de sensibilisation, de faire comprendre. Et ce que je disais au tout début, c'est vrai que ce sont des mesures qui sont parfois contestées et que on trouve bien pour les autres, mais pour soi c'est difficile de l'accepter. Je veux bien avoir du logement abordable, effectivement, pour que mes enfants ou les enfants de mes voisins puissent se loger, mais faire du logement abordable à côté de chez moi, c'est pas toujours accepté non plus. Donc c'est vrai qu'après c'est comme je disais, c'est beaucoup de temps passé, de concertation, de réunions, mais bon, après les projets avancent. Et peut-être pour finir, Maxime, est-ce que vous avez l'impression, vous, que la régulation, qui est quelque chose qui existe dans le droit du logement, mais qui commence à être un peu plus accepté peut-être, ou entendu en tout cas, peut-être audible, régulation autour des plus-values, régulation autour de la propriété privée et de la résidence principale, pourquoi pas. Est-ce que vous avez l'impression que ça avance, ça, ou c'est juste un vœu pieux? On a l'impression que ça avance. En tout cas, il y a un pied dans la porte, où il y a une brèche dans l'idéologie propriétaire. Alors après, c'est très structurant dans la société française. Donc à quel point cette brèche va s'élargir, on ne sait pas exactement. Ce qui est sûr, c'est que c'était quand même... j'incite tout le monde à lire le rapport d'information parlementaire sur le mal-logement en zone littorale, qui dit très très clairement que il faut revenir sur le marché libre, que le marché, des mesures anti-spéculatives sont plus efficaces que le libre marché. Enfin, il y a des mots qui sont quand même très très durs venant d'élus qui sont souvent peu emprunts à critiquer le libre marché. C'est assez étonnant, et donc nous on le voit comme à la fois une victoire de la mobilisation et une victoire de la mobilisation des habitantes et de certains élus, et aussi malheureusement comme une détérioration de la situation. On aurait bien aimé s'octroyer tous les lauriers de l'évolution législative qui est en train de venir. Malheureusement, c'est surtout que la situation est de pire en pire, et qu'on en vient dans une crise du logement extrêmement difficile, et que même quand il y a des évolutions législatives qui se font, sans mobilisation très forte des populations, souvent il y a peu de choses qui sont réellement appliquées, ou des mesures qui sont contredites au tribunal par les groupements et les lobbies saisonniers touristiques. Et c'est ce qu'on voit au Pays Basque, quand les mesures de compensation ou les mesures juste sur Airbnb, elles sont systématiquement amenées au tribunal par les lobbies locaux d'Airbnb. Et aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'au Pays Basque, ils ont en 2 ans et demi, 3 ans réussi à gagner des victoires d'étape extrêmement importantes, avec l'application des mesures zones tendues, avec la compensation? Et c'est parce que d'abord ils l'ont souhaité très fortement, avec tout ce que peut toutes les mises en action que peuvent permettre le mouvement social au Pays Basque, et parce qu'ils n'ont rien lâché une fois que c'était acté. Aujourd'hui, effectivement, ils sont dans un grand mouvement. Ils ont d'abord été dans un mouvement d'accompagnement
et de remise en cause des baux frauduleux. Ils ont été s'opposer à l'expulsion de personnes qui étaient dans des situations de baux illégaux, et maintenant ils occupent des résidences qui n'appliquent pas la compensation ou qui refusent d'appliquer la non-augmentation des loyers à la relocation. Donc voilà, ça passe par là, et nous, ce qu'on souhaite de nos voeux, c'est qu'on réussisse à produire un grand mouvement social du logement, et qui soit aussi fort, aussi actif, et dans tout le panel que nous permet la mobilisation, voilà, y compris les modes d'action qui sont aujourd'hui menés et qui prouvent une certaine efficacité au Pays Basque. Merci beaucoup. Il me reste à vous remercier, nos auditeurs. Donc, je rappelle que toutes les études de l'OHV, l'Observatoire de l'habitat dans les villes, dont une monographie d'ailleurs qui concerne les Sables d'Olonne, sont en ligne sur le site idéal.fr, que nous avons lancé aussi sur les réseaux sociaux un petit appel à témoignages sur ce que vous voyez quand vous vous baladez. Peut-être cet été vous allez en voir beaucoup sur les murs, des graffitis, des autocollants qui justement parlent de cette crise estivale et qui dénoncent peut-être tout ce dont on a parlé, ou en tout cas qui sans le dénoncer, qui l'évoquent. Donc merci beaucoup, et puis je vous souhaite de bonnes vacances. La crise du logement, elle, ne prend pas de vacances, mais vous sûrement, donc peut-être à la rentrée, et très bonne journée. Au revoir.